Bonjour à toutes et bienvenue à notre webinaire Smart Building 2025 et maîtrise des coûts. Quelles solutions pour allier gestion, flexibilité, collaboration et rentabilité? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui d'Oriane Bruyé qui est Product Owner chez UbiGreen. Bonjour Oriane. Bonjour à tous. Et de Guillaume Blanc, cofondateur et CEO de Merci Yanis. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Au programme de ce webinaire, nous verrons donc l'optimisation des espaces, FlexOffice et capteurs d'occupation pour une gestion plus agile des bureaux, le nettoyage intelligent, comment ajuster vos contrats de propreté en fonction de l'usage réel des espaces. Nous verrons aussi dans une autre partie l'engagement des collaborateurs, améliorer la praticité et le confort grâce aux données d'occupation et à l'IA avec un retour d'expérience du groupe InSitu. Et nous finirons, comme à chaque fin de webinaire, par une session questions-réponses. Nous prendrons le temps d'échanger avec vous en fin de session. Alors, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser toutes vos questions tout au long du webinaire et on les traitera donc en fin de webinaire. Alors, une petite slide pour rappeler le contexte sur l'évolution du télétravail et la transformation des bureaux. Donc, l'évolution du télétravail a profondément transformé l'organisation des bureaux. Si le travail à distance a atteint un pic après la crise sanitaire, il reste aujourd'hui bien plus répandu qu'avant 2020. En 2024, les salariés en Île-de-France télétravaillent en moyenne 1,5 jours par semaine, contre 2,3 jours en 2021 et seulement 0,7 jours par semaine avant la crise. Donc, face à cette nouvelle réalité, les entreprises réaménagent leurs espaces pour rendre le bureau plus attractif et donner envie aux collaborateurs de revenir. 38% des salariés déclarent que leur environnement de travail a été repensé après la crise, avec une tendance forte vers des espaces qui sont inspirés de l'hôtellerie, avec plus de confort, de convivialité, de flexibilité. Et ce réaménagement n'est pas anodin, puisqu'un bureau bien conçu devient un véritable levier de bien-être et de fidélisation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les salariés qui trouvent leur bureau esthétique, comme on peut le voir là dans les chiffres sur cette slide, ont un bien-être au travail nettement supérieur. Et 57% des employés considèrent désormais l'aménagement des bureaux comme un critère clé dans le choix d'une entreprise, contre seulement 30% en 2017. Donc on voit qu'il y a une forte évolution. Donc, dans ce contexte, les bureaux doivent offrir une valeur ajoutée face au télétravail. Cela passe par une expérience collaborateur enrichie, l'intégration de technologies smart comme les capteurs d'occupation, la gestion dynamique des salles et la maintenance intelligente qui permettent d'optimiser les coûts et l'utilisation des espaces. Donc, je vous propose un petit sondage avant de laisser la parole à ma collègue Oriane. Pour savoir comment vous gérez vos espaces, vous améliorez vos espaces de travail dans vos sociétés. Donc, normalement, le sondage devrait arriver. Donc, je laisse quelques minutes à tout le monde pour pouvoir répondre. Donc, avec plusieurs propositions, donc avec des capteurs d'occupation pour suivre l'utilisation des espaces grâce à une solution de réservation des bureaux ou salles de réunion par une réorganisation manuelle, grâce aux données d'occupation issues des badges des salariés, ou je n'ai pas encore mis en place de solution. Donc, je laisse encore quelques secondes parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de répondre au sondage. Hop, ça permettra d'avoir une petite tendance. Hop, donc je vais vous partager les résultats. Donc, il y a 16% qui utilisent des capteurs d'occupation, 16% grâce à une solution de réservation, 11% par une réorganisation manuelle, 5% grâce aux données d'occupation et 53% qui n'ont pas encore mis en place de solution. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Oriane. Hop, je vais te partager, enfin te donner la main. Voilà, normalement, on devrait normalement pouvoir partager ton écran.
Ah, tu dois juste masquer les résultats du sondage pour que je puisse... Ah, voilà. Ah oui, alors là, normalement, ça devrait être bon. Ok, normalement c'est bon. Alors, on va voir. Oui, c'est bon. Ok. Donc merci Charlotte pour l'introduction. En effet, ça fait plusieurs années que les entreprises aujourd'hui, elles mettent en place des modes de travail plus Mm. agiles, donc avec des politiques de télétravail et de flex office adaptées aux Mhm. usages. On voit que les usagers, ils reviennent de plus en plus au bureau et que quand ils reviennent au bureau, justement, ils recherchent beaucoup plus de liens, de collaboration. Et les entreprises aussi, elles doivent s'adapter et avoir une agilité opérationnelle, c'est-à-dire s'adapter et anticiper un petit peu toutes les fluctuations qu'il peut avoir dans le cadre de l'entreprise. Donc l'objectif aujourd'hui, vraiment, c'est de trouver un équilibre entre optimisation des ressources, des bureaux, des espaces, mais aussi le bien-être des collaborateurs. Et finalement, du coup, dans ce contexte-là, et pour avoir une problématique un peu plus centrale, justement, comment assurer et adopter cette gestion efficace des espaces, notamment quand on est dans un contexte de télétravail, de flex office, finalement de mode de travail un peu plus agile. Donc pour moi, je distingue plusieurs leviers pour assurer cette gestion efficace, qui sont des leviers qui peuvent être interdépendants. Le premier levier que j'ai, c'est l'analyse de l'occupation. L'objectif de ce premier levier, ça va vraiment être de mettre en place des outils et des indicateurs qui vont permettre de comprendre comment sont utilisés aujourd'hui mes espaces et de pouvoir ajuster la capacité des bureaux, des salles de réunion en fonction des besoins réels que j'ai dans l'entreprise. Ça passe donc par la mise en place de plusieurs indicateurs pertinents, comme par exemple le taux d'occupation des bureaux, l'évolution de l'occupation dans le temps, analyser les pics d'occupation aussi dans le temps, ce qui va me permettre de voir si ma demande elle est plutôt ponctuelle ou récurrente, l'utilisation des espaces partagés, comment ils sont utilisés aujourd'hui, ces remplissages-là, mais aussi si on a un outil de réservation, croiser justement l'occupation avec la réservation et avoir peut-être aussi une information de no-show quand les personnes ne se présentent pas dans une salle ou dans un espace qu'ils auraient réservé. Donc aujourd'hui, chez UbiGreen, on se base sur l'utilisation de capteurs IoT dans tout type d'espace, donc des postes de travail, des salles de réunion, mais aussi des grands espaces type restauration d'entreprise ou des accueils, des bâtiments, etc. L'idée, c'est d'avoir vraiment une collecte assez fiable des données en temps réel de mes postes de travail, salles de réunion et grands espaces. Et ça va être ensuite de pouvoir analyser toutes ces données finalement brutes que je récupère via mes capteurs à travers une plateforme qui est totalement personnalisable pour justement analyser mes mesures, analyser quelle est mon occupation actuelle et potentiellement mettre en place des actions et les mesurer dans le temps pour pouvoir s'adapter vraiment aux besoins réels des utilisateurs qui reviennent sur site pour justement avoir ce lien et cette collaboration. Aujourd'hui, on voit que cette plateforme, je vais pouvoir utiliser mes données brutes et analyser via, par exemple, des dashboards, calculer l'occupation moyenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un indicateur très intéressant pour ça, mais aussi avoir, par exemple, des profils quotidiens et hebdomadaires qui vont me permettre, par exemple, d'adapter mes politiques de télétravail. Ce qui est intéressant, je voulais mettre en lumière un petit peu un cas d'usage pour nos clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos clients qui utilisent, on va dire, UbiGreen de manière un peu plus standard, c'est-à-dire j'analyse par exemple l'occupation derrière mon bâtiment ou même mon étage. Mais ce qui va être intéressant là, dans le cadre, par exemple, d'une mise en place de politiques de flex office, ça va être d'analyser l'occupation de mes postes de travail, par exemple, mais derrière mes pôles d'activité. Donc, par exemple, je vais pouvoir, ici sur le premier schéma que je montre,
voir quels sont potentiellement les pôles d'activité de mon étage 1 qui sont les plus occupés. Et alors identifier, donc là par exemple dans mon use case j'ai pris le pôle marketing, mais identifier voilà, quelle est la moyenne d'occupation, quel est le maximum d'occupation. Là je vois par exemple ma moyenne d'occupation sur le pôle marketing pour ce mois en cours, c'est de 63%, donc ce qui est plutôt bien optimisé, mais je vois également que mon pic d'occupation il est atteint tous les mercredis. Donc, ça peut m'indiquer aussi que ma politique de télétravail, je vois directement que le mercredi, c'est un jour qui est très occupé par les occupants. Donc, ce qui va être intéressant de réfléchir de manière en termes de pôle d'activité, ça va justement obliger à lisser potentiellement les politiques de flex office entre mes pôles d'activité et adapter finalement mes postes et mes espaces en fonction des demandes qu'il peut avoir et ajuster aussi par la même occasion les politiques de télétravail. Je peux faire la même chose pour mes salles de réunion où j'ai la possibilité là d'aller directement plutôt par typage de salles, donc voir par exemple sur mon étage 1 quels sont le type de salles qui sont le plus utilisées et les plus remplies. Et donc là, par exemple, je peux voir que les salles moyennes qui correspondent à entre 6 et 10 personnes, c'est des salles qui potentiellement sont les plus utilisées dans mon étage 1. Et donc ça va vraiment nous permettre d'avoir une première vue sur quel est l'état finalement actuel de mes ressources et ensuite de pouvoir mettre en place des actions et mesurer ces actions dans le temps grâce justement à ces KPI, à ces dashboards et surtout à l'usage des données brutes que pourraient nous fournir les capteurs. Le second levier pour moi, c'est donc l'optimisation de l'aménagement. Donc là, finalement, l'optimisation de l'aménagement, ça va être de proposer des espaces qui sont adaptés aux différents modes de travail. Donc, ça va être par exemple de créer des zones qui sont dédiées. Donc là, en l'occurrence, moi, je parlais de pôle d'activité, mais en dessous, je peux également dire, par exemple, là, je sais que j'ai une zone qui sera plutôt orientée open space ou alors avec des bulles de concentration, des phone booths, justement un peu plus de salles de réunion. Ça va être aussi adapter le mobilier pour garantir justement cette modularité et ce confort aussi des occupants. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en place justement ces actions-là, mais surtout de les mesurer. Et là, ce qui va être intéressant toujours, c'est d'avoir la donnée, des KPI sur lesquels je peux me reposer pour voir quelles sont l'occupation, par exemple, de mes bulles, de mes alcôves, de mes cabines téléphoniques et d'adapter en fonction aussi des besoins réels des utilisateurs. Est-ce qu'ils utilisent finalement pas beaucoup les cabines téléphoniques, ils sont plus dans l'utilisation, par exemple, d'une salle de réunion où ils vont se mettre tout seuls. Donc la salle sera forcément moins remplie, mais je vais pouvoir l'ajuster. Et ça va être également le cas, par exemple, pour voir un petit peu l'occupation par zone d'un étage. Si j'ai par exemple des zones un peu plus définies, je vais pouvoir aussi voir ces zones et potentiellement tester aussi de nouveaux mobiliers ou salles diverses. Je vais pouvoir vraiment mesurer ici l'impact réel de mes actions grâce aux KPI et aux données que je pourrais avoir via les capteurs. Le troisième levier, ça va être d'encourager du coup la collaboration. Ici, ça va être vraiment de maintenir la culture d'entreprise et la cohésion d'équipe. Donc, ça va être ce qu'on disait, soit j'ai des politiques de flex office et de télétravail qui sont déjà mises en place, mais grâce à l'usage d'une plateforme type Ubigreen qui pourrait me permettre de visualiser l'occupation et de l'analyser, ça va peut-être être de réajuster ces politiques de flex office et télétravail, de planifier par exemple des jours en commun de présence. On voyait tout à l'heure dans mon cas d'usage que le mercredi, c'était un jour qui était où il y avait une grosse tension d'occupation. Donc là, l'idée, ça va peut-être être d'adapter ma politique de flex office
et de dire, par exemple, mon pôle d'activité marketing, il pourra être sur site que le mardi et le jeudi, obligatoirement, et les finances, ils seront plus sur le mercredi et le vendredi. Donc, l'idée, c'est de vraiment lisser tout ça et surtout de réajuster mes actions en fonction dans le temps et d'analyser surtout mes KPI. Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai mis ici en œuvre, c'est en 2024, par exemple, je vois que j'avais une politique de 2 jours de télétravail. Je passe à 1 jour de télétravail en 2025. L'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une tension d'occupation ou pas, de voir sur mes profils hebdomadaires peut-être des jours qui peuvent être plus sensibles que d'autres et justement de réajuster aussi en fonction de tout ce que je peux analyser à travers ces données. Le quatrième levier, ça va être d'intégrer une approche du coup durable. Donc, c'est de réduire les coûts immobiliers, bien sûr, en réduisant les espaces qui sont inutilisés, mais surtout aussi en réduisant les coûts opérationnels. Donc là, c'est par exemple ce que va faire Mercianis en mettant justement en place une solution qui permet de piloter tout ce qui va être propreté, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de se baser sur l'occupation pour ensuite décliner et faire en sorte que je puisse réduire mes coûts immobiliers autant que mes coûts opérationnels et donc optimiser forcément mes ressources par la même occasion. Et enfin, le 5e levier, c'est de garantir une expérience pour le collaborateur. C'est s'assurer que quand il revient au travail, il y ait vraiment tout ce qu'il lui faut pour finalement avoir un lieu de travail agréable et efficace. Donc, ça passe potentiellement par communiquer en temps réel sur l'affluence et pouvoir répartir les flux. Donc là, nous, c'est ce qu'on fait par exemple chez WeGreen via des écrans externes qu'on met à disposition par exemple sur un étage ou un bâtiment, à l'entrée d'un bâtiment. On peut voir quelles sont les zones qui sont suroccupées, sur lesquelles je vais pouvoir peut-être plus lisser aussi mes flux. Donc voilà, ça passe par ça, mais ça passe aussi, et vous allez le voir plus en détail avec le cas d'usage de Mercianis, ça peut passer aussi par mettre en place une assistante digitale, donc par exemple un chatbot pour gérer les demandes liées à des espaces ou autres, mais aussi prendre en compte par exemple des feedbacks des employés pour justement ajuster les espaces, mais aussi ajuster les services. Oui. Voilà. Donc, on va laisser la parole à Guillaume pour la partie comment engager ses occupants d'une autre façon. Mais avant ça, on va vous proposer un autre sondage pour savoir si vous avez déjà mis en place il devrait arriver. Avez-vous déjà mis en place une politique de propreté à l'usage dans votre entreprise? Donc oui pour les sanitaires, oui pour les salles de réunion et espaces communs, oui pour l'ensemble des espaces de travail, non pas encore. Donc je laisse comme tout à l'heure quelques secondes le temps que tout le monde puisse tranquillement répondre. Hop, et quand je vois que c'est à peu près stable, je vais fermer le sondage. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu. Je vais pouvoir clôturer et partager les résultats. Donc 8% oui pour les sanitaires, 8% pour les salles de réunion et espaces communs, 29% pour l'ensemble des espaces de travail et 54% qui n'ont pas encore donc mis en place de politique de propreté à l'usage. Donc, la suite du webinaire va vous intéresser, peut vous intéresser. Donc je vais masquer les résultats et je vais du coup donner la parole à Guillaume. Exactement. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je pense que ça va arriver. Ouais, c'est bon. Alors, pas encore, mais ça, à mon avis, ça devrait pas tarder.
Attends, je vais essayer peut-être de te Moi, je le vois bien, ouais, de mon côté, c'est bon. Ah, c'est bon? Ah, c'est bon? Tu le vois? Ah, Oui. bon, alors, ça doit être bon. Alors, oui, c'est bon. Nickel. On va pouvoir continuer alors. Ce que je vous propose, c'est de se dire que on vient de déployer les capteurs du Green dans notre bâtiment. La question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce que je fais pour maximiser la valeur des capteurs et de la data qui sont générés. Et c'est là où ça peut être intéressant de se poser des questions et de réfléchir à comment on pourrait utiliser cette data pour d'autres parties du bâtiment, notamment pour son exploitation. Et si on se pose cette question, il y a un sujet qui arrive assez rapidement, qui est celui de la propreté à l'usage. Donc la propreté à l'usage, sa définition grosso modo, c'est que ça consiste à générer la bonne intervention au bon endroit et au bon moment. Et pour ça, c'est important d'avoir de la donnée. C'est quelque chose qui se popularise depuis quelques années, notamment avec l'après-Covid. Et ça, c'est lié avec ce qu'Oriane aussi nous disait tout à l'heure, c'est que avec la politique de télétravail, on a des flux de population qui peuvent varier énormément d'une journée à l'autre dans le bâtiment. Et ça devient intéressant de calibrer, adapter des prestations par rapport à cette fréquentation qui évolue. Quand on parle de propreté à l'usage, il y a souvent deux sujets qui viennent en tête. C'est est-ce que ça va me permettre d'optimiser mes contrats de propreté et est-ce que ça va me permettre d'améliorer ma qualité de service? Je voudrais commencer par revenir sur le premier point qui est celui d'optimiser le coût des prestations de propreté. Et je pense que si c'est la finalité recherchée, ce n'est pas la bonne option pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que on ne peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui, notamment avec le droit du travail français. Et il y a des gens qui pensent que propreté à l'usage égale propreté à la demande, dans le sens où c'est, OK, aujourd'hui j'ai besoin d'un agent de propreté, demain de deux, et au dernier moment, en fonction de ce que la data me dit, j'enlève ou je rajoute une prestation. Ça, en France aujourd'hui, j'y crois pas vraiment. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit hyper sain ce modèle. Parce que les entreprises de propreté aujourd'hui, pour prospérer, elles ont besoin d'avoir des marges, comme toutes les entreprises, et elles ont besoin d'avoir de la stabilité. Et ça, ce modèle, finalement, ça tend vers de l'ubérisation et ça empêche d'avoir cette stabilité, aussi bien pour l'entreprise de propreté que pour l'agent. Et on sait que les agents aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois en France, des métiers assez précaires, donc ça pourrait avoir de forts impacts si demain on décidait de faire de la propreté à la demande. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de se concentrer aujourd'hui sur la propreté à l'usage pour améliorer la qualité de service et ma RSE. Pour améliorer la qualité de service, on va prendre les deux exemples qui sont affichés ici. Le premier, ça va être dans les salles de réunion. Mettons que notre capteur, notre smart room a détecté qu'il n'y a pas eu d'occupation pendant un jour ou 2 jours. En fait, on peut faire sauter la prestation dans cette salle de réunion, mais pour permettre à l'agent d'aller intervenir sur une partie du bâtiment qui serait plus importante à l'instant T. Peut-être que ça permet de faire le pont avec le second scénario, c'est que mes capteurs à l'entrée des toilettes, ils ont détecté une suroccupation à un étage en particulier, et du coup, je vais plutôt demander à mon agent d'aller intervenir dans ces sanitaires-là. Le cas d'usage des sanitaires, c'est celui que l'on déploie le plus avec Merci Yanis, tout simplement parce que c'est un des lieux les plus critiques dans le bâtiment. Et donc, la prestation à l'usage devient intéressante. On se dit, par exemple, tous les 60 passages, 70 passages, je vais déclencher une prestation de propreté. Dans un autre exemple, si on retourne sur celui du scénario 1, si on a une salle de réunion qui est prévue pour 20 personnes, qu'habituellement, je me rends compte qu'il n'y en a toujours que 5 ou 6 personnes qui l'utilisent, mais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment 20 personnes qui sont là toute la journée, et bien, à la fin de la matinée, je vais peut-être rajouter une prestation de propreté juste pour s'assurer que l'après-midi soit nickel et qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. J'aurais pu parler aussi de la propreté à l'usage pour les desks. On s'est rendu compte, nous, avec ce retour d'expérience, que c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, si on se place côté agent de propreté et qu'on arrive sur un open space et on lui dit tu fais ce desk, pas celui-ci, tu fais celui-ci, en fait, il passe limite autant de temps à regarder sur l'application qu'est-ce qu'il doit nettoyer que le temps qu'il aurait passé à faire le desk qui était juste à côté. Donc nous, notre retour d'expérience sur ça, en toute transparence, c'est que la propreté à l'usage, les deux endroits les plus importants aujourd'hui, c'est les sanitaires et les salles de réunion, parce que forcément, une salle de réunion couvre de suite plus de mètres carrés. Et concrètement, comment ça se passe en fait, c'est que Merci Yanis, on va récupérer les données des capteurs du Big Green dans notre solution. On applique notre propre process, notre traitement, par exemple la logique métier pour déclencher les seuils. Et à ce moment-là, on va envoyer une notification à l'agent de propreté via un smartphone et il va pouvoir réagir, faire l'intervention et valider sa prestation
depuis. Merci Yanis. La propreté à l'usage, ça permet aussi, en plus de la qualité de service, d'améliorer sa RSE. Je vais vous prendre deux exemples très concrets. Si on supprime des prestations inutiles, c'est en fait aussi de l'eau qui va être pas gaspillée, des produits d'entretien qui vont pas être utilisés inutilement. Et le second sujet, c'est que la propreté à l'usage, pour pouvoir se faire, il faut que l'agent soit sur site. Et donc, on passe finalement d'un fréquentiel où souvent les agents de propreté travaillent très tôt le matin ou très tard le soir, à un mode de travail où on a des permanences, c'est-à-dire des agents qui vont être là toute la journée. Et ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue social, vous permettez aussi à l'agent de retrouver des conditions, on va dire, un peu plus standards que nous, habituellement, on va dire cadres, connaissons, donc travaillent en journée. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Et le deuxième élément qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que en permettant aux collaborateurs de croiser les agents de propreté, en fait, ça les responsabilise aussi, les collaborateurs. On voit qui fait le ménage pour nous, on est plus responsable et ça permet de créer un lien. Donc, il y a un vrai côté social qui est assez intéressant si demain, vous pouvez vous permettre de faire de la propreté à l'usage. Et ça, je pense que c'est notamment utile dans des grands bâtiments, des sièges sociaux. C'est sûr que si on a 200 mètres carrés, on ne sera pas forcément l'entreprise idéale pour aller sur ce type de prestations. Pour continuer, ce que je vous souhaitais vous partager, c'est un retour d'expérience du client que l'on a, qui s'appelle Insitu Group, qui est un client toulousain qui opère aujourd'hui des bâtiments, notamment ceux d'Airbus. Et donc, nous avons déployé les capteurs du Big Green. On a mis des smart rooms à l'entrée des salles de réunion. Et l'idée, c'était d'apporter encore plus de valeur. Pour ça, on a déployé des voyants lumineux qui permettent en temps réel de donner des informations aux collaborateurs de si la salle de réunion est disponible ou pas. Donc ça vient en fait en complément de ce que nous montrait aussi Oriane tout à l'heure, qui est l'écran que j'ai à l'entrée de mon étage et qui permet de voir quelles sont les salles de réunion dispo ou pas. Ça, c'est quand on est une entreprise qui cherche à proposer une expérience collaborateur premium. Ça veut dire que je reçois un appel confidentiel, j'avais pas ma salle de réunion bookée ou parce que c'est un appel que j'avais pas prévu. Si je vais dans l'allée où j'ai toutes mes salles de réunion, instantanément, je suis capable de savoir où est-ce que je peux aller. Donc là aussi, c'est du confort qu'on apporte aux collaborateurs. Et en plus du confort apporté côté collaborateur, et là on retombe sur ce que nous montrait aussi Oriane tout à l'heure, c'est tout l'intérêt d'avoir la data de taux d'occupation des espaces, notamment des salles de réunion, parce que ça va me permettre de comprendre comment est-ce que mes salles sont utilisées. Est-ce que j'ai bien calibré la taille des salles par rapport à ce qu'en font réellement mes collaborateurs? Et ça, pourquoi est-ce que c'est utile pour Insitu? C'est que quand on est dans un contexte où on sait qu'on va aménager de futurs bâtiments, on peut se servir des datas du site dans lequel je suis à l'instant T pour comprendre comment mes collaborateurs fonctionnent et adapter les espaces du second, par exemple, bâtiment qui va être aménagé. Pour aller plus loin, je souhaitais vous partager deux fonctionnalités que l'on propose avec Merci Yanis, qui sont les deux fonctionnalités les plus plébiscitées en ce moment, qui ont une finalité très simple, faciliter la communication entre des directions de l'environnement de travail et avec les collaborateurs. Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre QR code 5 en 1. Ce sont des QR codes que l'on va mettre dans des lieux collaboratifs publics. Ça va être les salles de réunion, les open space, la cafétéria, les toilettes, toutes les parties publiques. Le collaborateur, quand il arrive, il flash le QR code. En 3 secondes, il est capable de remonter un problème. C'est extrêmement intuitif, pas besoin d'avoir d'application, pas besoin de se connecter, ça peut être fait de façon anonyme, mais ça permet de maximiser la remontée des incidents pour que les équipes métiers derrière soient capables de les gérer afin d'éviter de l'insatisfaction si on a des incidents qui traînent. En parlant de cette notion d'apporter aussi du service, on a aussi la possibilité de consulter des documents. Reprenons notre cas des salles de réunion. J'arrive dans une salle, il y a un nouveau rétroprojecteur, je ne sais pas comment l'utiliser. Je flash le QR, je tombe sur le tuto et en trois clics, là aussi, je suis capable de savoir comment le brancher, comment le faire fonctionner. C'est vraiment quelque chose qui est apprécié par nos clients. On peut faire aussi un pont avec le monde de la propreté, puisqu'on permet aux agents de valider leurs prestations grâce à nos QR codes. Là, c'est intéressant quand on souhaite savoir ce que l'agent a fait de façon précise.
En fonction des lieux, en fonction des contrats que j'ai, ben, vous allez attendre des prestations différentes en fonction de la journée, de la semaine, du mois. Ben, ça, c'est tracé, c'est suivi, stocké dans Merci Yanis. Et le collaborateur peut voir à tout moment les derniers passages. Donc là, c'est tout simplement la feuille papier que vous avez souvent dans vos bureaux. Si ça se trouve là, vous retournez et vous envoyez une. Et bien ça, en fait, on l'a digitalisé avec notre QR code et notre solution. Et je rajoute un dernier élément, c'est le bouton appel d'urgence. Je clique dessus et ça me met directement en contact avec le PC sécurité s'il y a une problématique, quelqu'un qui fait un malaise, si vraiment j'ai une urgence. Je n'ai pas à me soucier de retrouver le numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Là aussi, c'est instantané. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en 2024. On est en train de le faire évoluer au fur et à mesure. Au début, c'était le QR code 2 en 1, puis 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1. Vous voyez, ça évolue. L'an dernier, avec l'émergence de l'IA et tout ce que ça a apporté, on a voulu aussi s'emparer de ce sujet avec Merci Yanis. Ah oui. Et d'ailleurs, on avait un petit sondage à proposer aussi aux participants pour savoir s'ils ont déjà intégré de l'IA dans leur entreprise. Donc, je suis désolée de te couper, comme ça, on peut leur demander, hop, si... Alors, avez-vous déjà intégré l'IA dans votre entreprise? Donc, oui, sous forme de chatbot ou d'assistant virtuel, oui, sous une autre forme, analyse de données, etc. Ou non, pas encore. C'est intéressant de voir où en sont les participants sur ce sujet. Alors, on va laisser quelques secondes. Hop, je vous partage les résultats. Donc 15% sous forme de chatbot ou d'assistant virtuel, 40% sous une autre forme et 45% qui n'ont pas encore mis en place de solution. Voilà, et je te laisse continuer, Guillaume. Hyper intéressant. Oui. Ben, je vais m'adresser du coup à la grande majorité qui n'a pas encore mis ça en place. Je vais prendre le cas de Danone, parce qu'en fait, c'est le DET de Danone, Manuel Martins, qui nous a lancé sur ce sujet. Il avait une problématique qui était de faire gagner du temps à la fois à ses équipes et aux collaborateurs quand le collaborateur se pose une question. Parce que la plupart du temps, si je me pose une question, ben, j'aimerais bien avoir la réponse assez rapidement. Et dans un même temps, 80% ou 90% du temps, les questions sont toujours les mêmes. Et donc, y répondre, ça fait perdre du temps à l'équipe environnement de travail. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la DET de Danone de nous donner tous les documents, tous les process qu'ils ont mappés par rapport à l'exploit du bâtiment et aux services qui sont rendus aux collaborateurs. Pour prendre des cas très concrets, ils nous ont donné les horaires d'ouverture du bâtiment, à quelle heure le courrier est relevé, ils ont mappé toutes les salles de réunion en mettant tout ce qu'il y a dans les salles. Le nombre de personnes qui peuvent s'installer, est-ce que j'ai un paperboard, est-ce que j'ai des écrans, tout ça, ils nous l'ont donné. Et l'idée, c'est qu'on l'a fait ingérer à notre chatbot, qui maintenant permet de répondre aux questions que se posent les collaborateurs de façon instantanée. Prenons le cas de tout à l'heure, c'est que je suis nouveau ou j'ai perdu mon badge, ben je pose la question et de suite j'ai la réponse qui me redirige au bon endroit pour faire ma création de badge. J'ai une réunion, je sais qu'on va être 9, il me faut absolument un paperboard. Ben, le chatbot va m'indiquer quelle salle de réunion je peux sélectionner. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, et là on est en train de bosser sur ça, c'est d'aller plus loin et de pouvoir créer ensuite des actions. C'est-à-dire que si le bot, il me dit, l'assistant virtuel, il me dit, ben oui, tu as la réunion Musk au 3e étage qui est disponible, ben, dans ce cas-là, ça serait hyper intéressant d'avoir un bouton sur lequel je clique pour que ça réserve la salle de réunion à ma place. Et là, je vais encore plus loin, mais on retombe dans le cas de tout à l'heure et ça permet de montrer que tout est lié. Imaginons que le collaborateur, finalement, pour une raison X ou Y, ne va pas dans la salle de réunion. Le capteur UbiGreen va détecter qu'il n'y a pas eu de présence et nous, on va venir supprimer la réservation pour la re-rendre disponible instantanément et vraiment permettre des services qui soient les plus optimisés possibles pour les collaborateurs. Donc ça, cet assistant IA, on l'a déployé en POC chez Danone, c'était en septembre dernier. Aujourd'hui, on le généralise sur la totalité de leur bâtiment et on vient de signer de nouveaux clients comme Ledger qui a créé un tout nouveau siège social ultra connecté qui va déployer cet assistant aussi dedans. Et on parle d'IA, on parle de data, ça peut sembler complexe, mais la réalité, c'est que si demain vous nous envoyez vos process et vos documents, nous, de notre côté, on est capable de tout gérer de façon autonome et en quelques jours de
rendre intelligent le bot et vraiment de le personnaliser par rapport à vos besoins. Et pour terminer, ce que je voulais faire, c'est une petite slide récap de ce que fait Merci Yanis pour vous aider à comprendre le côté tout en un qui est capable d'adresser notre solution. On a créé donc une plateforme qui se connecte, vous l'avez compris, à des capteurs, à des QR codes et qui permet vraiment de gérer tout le quotidien de l'environnement de travail. Ça va être une gestion en temps réel, on va dire une hypervision du bâtiment pour gérer des alertes qui viennent d'IoT, de GTB, qui peuvent être liées à des problèmes de CVC, de maintenance, de propreté. Il y a toute une notion qui est liée au service aux occupants. Donc là aussi, c'est comment est-ce que je fais pour récupérer de la data quand un collaborateur a un problème ou pour lui fournir des informations. Ça, c'est ce qu'on vient de voir avec les QR codes et l'assistant IA. Et à droite, vous avez toute la partie propreté de Merci Yanis, puisqu'on est capable d'aider sur la propreté à l'usage, c'est la partie optimisation, mais on est aussi capable d'aider sur la partie exploitation. Donc là, en fait, c'est des choses un peu plus sommaires, basiques, mais très demandées, qui sont de suivre le pointage des agents de propreté. Ça, c'est hyper intéressant. Si je suis une grande banque française, que j'ai 800 sites en France, ben, je veux savoir que mes 800 petits sites en France sont bien nettoyés le matin. Ben là, vous avez en fait un dashboard qui, en 3 clics, vous permet de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et à ce sujet, on a aussi récemment lancé un module de protection du travailleur isolé. Donc là aussi, via un IoT, on est capable de détecter, donc c'est un badge que porte l'agent, et on va détecter une perte de verticalité ou un malaise. Et le dernier point, c'est ce petit encart en bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une vraie volonté avec Merci Yanis d'être interopérable, c'est-à-dire de récupérer de la donnée de plein de dispositifs, équipements, logiciels différents, mais aussi de la partager à d'autres dispositifs si demain, pour des raisons très précises, vous avez besoin dans vos process métiers d'exploiter notre donnée pour en faire quelque chose d'encore différent. Et bien ça, c'est possible grâce à nos API publics. Et maintenant, je vais reprendre la parole pour présenter rapidement UbiGreen. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Même si je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent déjà. Donc, créé en 2012, UbiGreen accompagne les entreprises donc dans l'optimisation de la performance des espaces et le pilotage énergétique grâce à des solutions digitales et des capteurs intelligents. Donc aujourd'hui, UbiGreen, nous avons 3 sites, Toulouse, Paris et Marseille. Nous sommes 50 collaborateurs avec plus de 150 clients, avec plus de 500 000 capteurs qui sont connectés, qui sont déployés. Donc les solutions sont déployées dans 20 pays, une vingtaine de pays, ce qui représente plus de 50 000 bâtiments et une communauté de plus de 60 000 utilisateurs. Et nous faisons partie du groupe Planon. Nos principaux clients, donc UbiGreen accompagne une large diversité de clients dans l'optimisation de leurs espaces ou dans la gestion énergétique de leurs bâtiments. Parmi eux, on retrouve des acteurs majeurs du secteur tertiaire, des banques comme Société Générale ou BNP Paribas, des collectivités également, comme le Conseil départemental de la Haute-Garonne ou le Conseil départemental de l'Orne. Nous travaillons aussi avec des grands patrimoines et d'autres ensembles de bâtiments, pour en citer quelques-uns comme SANEF ou l'Assistance des hôpitaux publics de Paris, donc l'AP-HP. Et maintenant, nous allons passer du coup à la partie, à la session questions-réponses. Alors, du coup, j'ai une première question pour Guillaume. Est-ce que vous avez des données concernant In-situ? Ont-ils vu de réels bénéfices avec la mise en place de la solution? Mais c'est assez intéressant. Ils se sont rendus compte, grâce aux capteurs, qu'il y a 30% des réservations faites sur les salles de réunion qui n'étaient pas honorées. Et donc ça, on l'a couplé avec l'outil de réservation des salles pour justement venir supprimer la réservation et la rendre allouable à l'instant T. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'amener vraiment plus de services aux collaborateurs sans avoir
à rajouter des mètres carrés supplémentaires parce que sans ça, ben, quand la salle de réunion elle est réservée, même s'il n'y a personne, le collaborateur il va pas forcément s'y installer et ça va créer de l'insatisfaction. Oui. Mm. Nous avons une question donc, pour Ubigreen. Avez-vous des exemples de mesures d'adaptation de la politique de télétravail en fonction des pics d'occupation des différents services d'une entreprise? Donc oui, des exemples de mesures. Oriane, est-ce que tu veux que je réponde ou comme tu veux? Oui. Oui, tu peux répondre si tu veux à la question et je compléterai si besoin. Eh ben, des exemples, on peut le télétravail, organiser un télétravail flexible selon la charge de travail en autorisant par exemple davantage de jours de télétravail durant les périodes creuses pour réduire l'affluence qui est sur site. On peut organiser aussi un télétravail par exemple alterné par service. Donc mettre en place un calendrier afin que les équipes ayant des pics d'activité en même temps ne soient pas toutes en télétravail simultanément. Par exemple, si on prend un exemple de service, pour que ça soit peut-être plus parlant, si le service comptabilité va sur site en fin de mois, par exemple, pour la clôture financière, le service IT en télétravail à ce moment-là, si la charge de travail le permet. On peut faire également du télétravail qui va être hybride et un peu plus conditionnel et donc de permettre le télétravail les jours où l'occupation des bureaux va dépasser un seuil critique, par exemple. S'il y a un système de réservation des postes de travail pour éviter la surpopulation, on va dire, sur site, et de déclencher automatiquement le télétravail s'il y a un seuil qui est dépassé. Puis après, ça peut être aussi, il y a plein de mesures possibles. Donc le télétravail qui va être sur des critères qui vont être un peu plus individuels, donc d'adapter les jours en fonction du rôle et des tâches. Voilà, et puis il y a des adaptations aussi qui peuvent être faites saisonnières, moduler le télétravail selon les périodes de l'année. Si par exemple il y a plus de présence requise avant Noël pour un service logistique, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de mesures qui peuvent être prises suite en fait à l'analyse des données d'occupation. Je ne sais pas si Oriane, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est en fait vraiment le pic d'occupation, c'est un KPI qui est très intéressant parce qu'il permet de voir justement si en fait le but c'est de comprendre vraiment si ce pic-là il est plutôt récurrent ou c'est quelque chose qui est juste à l'instant T. Bah, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter. Mais là, par exemple, dans mon cas d'usage que j'ai montré, ce qui était intéressant, c'était qu'on voyait bien qu'il y avait un pic d'occupation tous les mercredis. C'est un pic du coup qui est assez récurrent et qui peut être lissé par le biais justement d'adaptation d'une politique de flex office qui peut se faire justement par pôle d'activité et de dire bah voilà le marketing, on sait que eux ils sont plutôt besoin d'être sur site le mercredi, mais la finance peut-être moins, donc du coup on peut adapter et dire que le jour de présentiel pour le pôle d'activité finance, ce sera plutôt le jeudi et pour la partie RH plutôt le vendredi. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir lisser et avec les pics, justement, de comprendre si c'est quelque chose plutôt de ponctuel ou sur lesquels je vais avoir potentiellement une action à faire derrière de réajustement. Oui, complètement. Et on a une autre question pour Guillaume. Avez-vous prévu d'aller plus loin en intégrant l'IA dans Merci Anis? Et bien ça fait lien finalement au sondage que tu as mis tout à l'heure, Charlotte, où je crois qu'il y avait 15% des gens qui ont mis qu'ils utilisaient l'IA aujourd'hui pour d'autres thèmes, notamment l'analyse des datas. Nous, on a identifié deux verticales sur lesquelles on pourra mettre l'IA dans le logiciel Mercianis. Le premier, c'est sur notre module de ticketing. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des QR codes pour faire des demandes. En fait, ces demandes remontent dans Mercianis pour être gérées ensuite. Et l'idée, c'est que via de l'IA générative, on peut aussi pré-compléter certaines réponses pour faire gagner du temps aux équipes métiers. Donc ça, c'est le premier sujet. Ça sert aussi pour recatégoriser demain des incidents qui seraient mal catégorisés quand on laisse le choix au collaborateur, parce qu'on a d'autres dispositifs pour faire des demandes, notamment un chatbot sur Teams. Et là, le collaborateur peut indiquer la catégorie, mais parfois, il y a des petites erreurs. Donc ça, nous, notre IA serait capable de détecter ces erreurs pour remettre le ticket finalement dans le bon chemin. Et après, le dernier point, c'est
pour l'exploitation et la compréhension des données. Aujourd'hui, on a des dashboards qui viennent récupérer toutes les données de tous les IoT pour faire des stats. On essaye bien sûr de les faire les plus simples et compréhensibles, mais il faut quand même les regarder pour dégager de la connaissance de ces stats. Mais là, en fait, l'IA demain pourrait directement donner les insights liés à des statistiques comme ce qu'on voyait tout à l'heure. Quels sont les jours où l'occupation est la plus forte dans mon bâtiment? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'optimiser? On mise sur l'IA justement pour répondre à ces questions-là. Oui. On a une autre question du coup. Comment les capteurs UbiGreen garantissent-ils la protection des données et la confidentialité des employés? Donc c'est vrai que Oriane, je réponds comme tu veux. C'est comme tu veux, sinon je réponds. Donc nos capteurs collectent uniquement des données anonymisées et ne captent ni images ni son. Donc toutes les transmissions de données sont conformes aux normes de cybersécurité. Et donc, il n'y a aucune collecte de données personnelles. Donc, c'est complètement conforme au RGPD. Ouais, c'est vrai que ça peut faire peur en tant qu'utilisateur de se dire, par exemple, j'ai un capteur sous le bureau qui capte en gros mes faits et gestes, mais en fait, il faut vraiment le voir comme étant déjà d'une, je peux pas associer à la personne qui est assise à ce bureau-là, j'ai pas la possibilité de le savoir, et en plus, oui, en effet, tout est anonymisé, et je pense que il y a quand même besoin peut-être d'accompagnement dans les dialogues avec les utilisateurs quand on met en place ce genre de capteurs. Mais aujourd'hui, nous, chez UbiGreen, on n'a aucune donnée sur qui est assis à cette place. C'est vraiment pour but analytique. Et donc, Oui. on n'a que des données qui sont totalement anonymisées et qui respectent totalement les règles de RGPD. On a une autre question. Faut-il une infrastructure spécifique pour les capteurs? Oui, je peux répondre à ça si vous Oui. voulez. Donc, on a plusieurs types de capteurs. On a les capteurs sur poste de travail, dans les salles de réunion. Donc, sur poste de travail, c'est des capteurs assez faciles, un plug and play, où on peut simplement scotcher le capteur sous le bureau. Et pour les salles de réunion, on a des installateurs du coup qui sont spécialisés et qui permettent d'installer sur plusieurs types d'infrastructures. On est en capacité de mettre des supports, des choses comme ça qui permettent vraiment de s'adapter à n'importe quelle infrastructure. Oui. Et c'était du coup notre dernière question. Donc, finalement, on a réussi à terminer un petit peu en avance. Donc, c'est une bonne chose. Et du coup, merci Oriane et merci Guillaume pour vos interventions. Et surtout, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez contacter UbiGreen à l'adresse communication@ubigreen.com qui est à l'écran. Et merci Yanis à l'adresse de Guillaume, donc guillaume@merciyanis.com. Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne fin une bonne après-midi et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.